Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Après avoir reçu ici même, il y a 2 semaines, Sébastien Magoutier de Decathlon et Matt Lemay, product leader et auteur de livres sur le product management. Et pas plus tard qu'hier, dans le Backpacker, on recevait Frédéric Mazella et Marc Simoncini. J'ai l'immense honneur ce soir de lancer le 3e épisode de la 3e saison de l'After Produit. Et comme je l'ai dit la dernière fois, un After Produit ne serait rien sans des invités de marque. J'ai l'immense plaisir ce soir de recevoir Thomas Rolf et Louis Lecas. Salut. Bonsoir à vous. Bonsoir. Comment est-ce que ça va ? Salut Rémi, ça va ? Enchanté, ravi de vous recevoir sur ce plateau. Les gens ne vous connaissent pas forcément, donc évidemment ça nous intéresse tous, ça m'intéresse moi, même si je vous connais un petit peu déjà. Évidemment de vous demander de vous présenter, qui vous êtes, ce que vous avez fait en quelques minutes pour que nos spectateurs sur Twitch comprennent un petit peu qui vous êtes ce soir. L'un de vous deux se lance ? Après toi. Allez, Louis. C'est parti. Je m'appelle Louis, j'ai fait du produit à peu près toute ma carrière. J'avais un background d'ingénieur à l'origine, mais c'est très 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 loin derrière moi maintenant. Dernièrement, j'ai été Head of Product dans une boîte qui s'appelle Algolia, qui est entre Paris et San Francisco. Donc c'est moi qui gérais toute la partie product, y compris product management, product design, user research. Avant ça, j'étais à San Francisco, donc c'est ma seule expérience en France chez Algolia. Avant ça, j'ai été à San Francisco pendant une bonne dizaine d'années. J'étais dans une boîte qui s'appelle Asana, qui fait un outil de gestion de projet que pas mal de gens connaissent, où j'ai eu différents rôles dans l'équipe produit, dont on pourra parler si ça t'intéresse. Je pense que ça sera intéressant. Mais je skip les détails pour l'instant. Et j'ai eu des expériences aussi un peu plus early stage. J'ai fait une boîte notamment où j'ai eu la chance d'arriver quand il y avait 5 personnes et on est passé par les séries ABC, on est monté à 150. Que du B2B SaaS dans mon parcours et grosso modo que du product management. Ok. Tu peux dire en 2 mots ce que fait Algolia ? Ça peut être intéressant pour Ouais, plus tard, si tu parles Algolia, d'Algolia. c'est une boîte de SaaS qui fait un outil principalement pour les développeurs et c'est grosso modo du search as a service. Donc imagine le Stripe du search, c'est une API qui te permet d'implémenter des moteurs de recherche très facilement. Je sais que pas mal de nos consultants chez Weavoo ont eu affaire avec les solutions Algolia. Super. Thomas ? Ouais, merci de nous accueillir. Donc moi, Thomas, je suis actuellement Head of Product Management chez Alan. Ça fait 4 ans et demi que je suis là-bas. Et sinon, j'ai un parcours étonnamment similaire à celui de Louis. C'est aussi un peu la raison pour laquelle on est ensemble ce soir ici. École d'ingénieur en France, puis je suis parti en Californie. Où j'ai eu un premier rôle, j'ai eu la chance de tomber dans la technologie et le produit là-bas. J'ai eu un premier rôle dans une start-up qui était entre Paris et San Francisco qui s'appelait Work4 Labs et qui s'appelle Work4 désormais, qui est dans le domaine des RH, donc des ressources humaines et du recrutement de candidats. J'ai fait ça 2-3 ans et ensuite j'ai déménagé à Londres où j'ai rejoint Facebook, donc un peu le grand écart en termes de taille. Et là, j'ai fait un peu plus de 3 ans aussi où j'étais sur des produits de publicité. Donc c'était vraiment l'expérience Facebook, des centaines de millions d'utilisateurs, des milliards de dollars, beaucoup de monde, beaucoup de ressources. Et quand j'ai voulu rentrer en France avec ma copine, il y a un peu moins de 5 ans, j'ai rejoint Alan. Et la question, que fait Alan ? Que fait Alan ? Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Alan c'est une boîte dans la santé. Notre mission c'est de rendre la santé personnelle, proactive et holistique. Et on a commencé par lancer une assurance santé, ce qui était la première fois depuis une trentaine d'années. Et potentiellement, certains d'entre vous sont dessus. Et si vous avez des feedbacks, à la limite, avec plaisir, n'hésitez pas. On verra dans le chat s'il y a des feedbacks, parce que n'hésitez pas dans le chat à nous poser des questions, à poser des questions à nos invités. On a du temps prévu pour prendre aussi vos questions. Je ne tease pas plus longtemps. Vous connaissez, vos chemins se sont croisés par le passé. Et un bon moyen d'essayer de tester cette chose que vous m'avez dite, c'est de passer tout de suite à notre petit icebreaker qui est baptisé ce soir 2 vérités, 1 mensonge. Jingle. Nous y voici. Alors Thomas, Louis, on vous a demandé de venir préparer. Qui se lance et nous fait part de ces 2 vérités, son mensonge, dans l'ordre qu'il veut. À nous de trouver la vérité. Je vais commencer cette fois-ci. Alors, dans un ordre non prévu, la première proposition, c'est j'ai un passeport allemand. La deuxième, c'est j'étais dans un avion dont un moteur s'est arrêté au-dessus de l'Atlantique. Et la troisième, c'est je voulais être ingénieur nucléaire avant de devenir PM.
et bonne chance. Alors, C'est dur, c'est dur. Toi qui le connais, quelle est ta lecture on de se la connaît, mais on se connaît pas si bien que ça. On se connaît, on a toujours été en contact et toujours parlé beaucoup product management. Et Voilà. je regrette de pas avoir assez discuté vie perso. Un moteur qui s'est arrêté dans un avion au-dessus de l'Atlantique. Après, ils sont prévus fait pour. flipper. Ils ont plusieurs moteurs et ils sont censés pouvoir voler avec un moteur. il donc est là, et ça fait flipper, mais ça fait trop flipper pour que ce Ouais. soit faux. Le passeport Je allemand, pense que c'est c'est vrai. presque Le passeport Trop allemand, normal. c'est mais- plausible, parce que c'est un piège. mais il m'a jamais parlé allemand. La dernière, c'était quoi? C'est ingénieur nucléaire. Ça, c'est tout à fait, c'est très plausible aussi. Moi, je sais pas pourquoi j'enlèverais paradoxalement le passeport allemand. Ouais, je suis d'accord, j'enlève le passeport allemand. Alors, dans le chat, Il y a du... j'ai pas encore de gens qui se prononcent, mais peu importe. On va demander la vérité maintenant. Et non, et le mensonge, c'était l'ingénieur nucléaire. Ah. J'ai à la fois un passeport allemand et eu la malchance ou la chance d'expérimenter le moteur qui s'arrête au-dessus de l'Atlantique, ce que je ne recommande pas trop. Ouais, il y a Et un comment petit ça se moment passe d'inquiétude. C'est peut-être la fois dans ma vie où les gens ont vraiment écouté les hôtesses de l'air. Ah. Ça fait un peu bizarre. Mais ce qui est bon signe, c'est-à-dire que Ouais, dans ces ouais, cas-là, voilà, donc ça marche. Non, mais en effet, l'avion marche, et puis on a fait demi-tour et on s'est posé en Irlande. Et le moteur, il repart après ou... Bah, pas celui-là. Ah. Donc on a fait ça sur un moteur. mais on arrive à Voilà. bon port. Mais je suis là, et puis ça a été mes petits coups de stress. Ouais, je recommande pas trop l'expérience. Surtout si t'as déjà peur en avion, c'est assez radical. J'imagine. Aïe. Voilà. Louis, Ok. à ton tour. Alors, attends, je te ressors ma liste. Première option, j'ai rencontré Marty Kagan, auteur de Inspired, Empowered, que beaucoup de gens connaissent. Mon record Rubik's Cube est de 36 secondes. Ou alors, j'ai partagé la scène avec Gérard Klein dans la série L'Instit à l'âge de 7 ans. Ah ouais. Alors, quelle est ta lecture? Troisième, c'est trop précis pour être Ouais. faux, à mon avis. C'est un peu ce que j'ai fait. Mais ça serait bold si c'était la bonne. Ouais. En tout cas, ce serait très malin. Ce Et il serait est très top, smart, Louis, mais quand même. Le deuxième, c'était le Rubik's Cube. Alors ça, j'avoue, je sais pas. Et le premier, c'était j'ai rencontré Marty Kagan. Celle-là, fallait l'inventer et la placer aujourd'hui. C'était pas mal vu. Ça tombe bien. Ouais, j'irais quand même avec le Rubik's Cube. Pour être Alors- honnête. Je pense que les deux autres sont vrais. Dans le chat, je vois le record, c'est faux. Marty Kagan, c'est faux. Le Rubik's Cube, le mensonge. Le Rubik's, c'est faux. Voilà. Il y a effectivement une convergence vers le Rubik's en 36 secondes. Et On va te demander la bonne réponse. Et pourtant, c'était l'autre. Je n'ai pas joué dans l'Instit avec, Ah, il est fort. avec Gérard Klein. Il est il fort. est fort. Il est fort. Et il est très fort à Rubik's Cube. Alors, je suis pas sûr que tous nos auditeurs connaissent l'Instit avec Gérard Klein, mais c'était une série France 3, si je ne m'abuse, ou France 2, en tout cas France Télévisions, Je saurais pas te dire. avec Gérard Klein, qui était un instituteur de remplacement qui allait de mission en mission. Ça me date, tel un PM, c'est ça. Le fait que je parle de cette série, ça, Non, ça, non, ça je date. resitue le contexte pour, Ça me donne un âge. pour nos auditeurs. Moi, je ne connais pas, personnellement. Mais bon. C'est peut-être pour Il ça. doit y avoir des replays sur J'irai voir. Salto. J'irai voir surtout cet épisode. Du coup. Mais les auditeurs auraient pu checker sur IMDb, quoi. C'est vrai, la fiche, on ira vérifier. Alors que Voilà. Rubik's Cube, c'était écrit nulle part. Et ben merci à vous deux de vous être prêtés au jeu. On va tout de suite lancer notre premier gros sujet du soir. Et pour lancer un sujet, il n'y a rien de mieux qu'un beau jingle. Et nous voici de retour. Le jingle est court. C'est pour pas créer trop de suspense non plus. Premier sujet du soir, on l'a formulé de la manière suivante, les 1001 défis d'être le premier PM dans une entreprise ou dans une organisation. Vous l'avez mentionné dans vos parcours, globalement vous êtes ce que j'appelle des enfants du produit, ça a été un gros morceau de vos parcours, voire l'essentiel de vos parcours, et je crois qu'à un moment de vos vies, vous avez été dans des positions de first PM dans des organisations. Thomas, est-ce que tu peux nous raconter ce que ça fait? Oui, bah, je peux déjà donner un peu de contexte. Je pense qu'à posteriori, ça m'est arrivé 2 fois, sans que je le sache à chaque fois. Mais donc la première fois, c'était donc dans cette première entreprise qui s'appelle Work4. En fait, je suis arrivé comme premier product manager à plein temps, sachant qu'il y a eu pas mal de stagiaires avant, etc.
Et j'ai pris ce rôle-là sans trop savoir dans quoi je m'engageais. Et la deuxième instance, ça a été chez Alan, où là je savais un tout petit peu plus dans quoi je m'engageais, même si maintenant j'ai un peu plus de recul. Ensuite, qu'est-ce que ça fait ? C'est une vaste question, je pense qu'on va pouvoir passer pas mal de temps dessus. Mais ça pousse à définir le rôle dans l'entreprise. Je pense que c'est certainement ça le plus gros challenge. C'est qu'en fait, Product Manager, comme vous le savez certainement, ça veut tout et rien dire d'une boîte à l'autre. Et donc, premier PM, c'est en fait notamment un de ceux qui définissent ce rôle. La réalité, même pour la petite anecdote, c'est que je ne suis pas le premier PM chez Alan. Je suis forcé de le dire, et c'est très important. Le premier PM, c'est Clément Ménesson, qui est encore chez Alan, qui est arrivé 2 semaines avant moi. Donc nous, la spécificité d'Alan, c'est qu'on est arrivé à 2 sur le rôle de premier PM. Et ça s'est très bien passé, et on peut aussi en reparler par la suite. Louis, toi, en résumé, tes expériences ? Ouais, alors moi j'ai eu une expérience où j'ai transitionné dans une petite boîte où j'étais sur un rôle un peu fourre-tout, pas très défini. C'était une boîte qui avait été un peu bootstrap à l'origine, donc j'étais beaucoup l'interface à la fois entre les customers, leurs besoins et ce qu'on implémentait pour eux, et en même temps j'avais les mains dans la tech. Moi j'avais, avec un background un peu plus engineering, je faisais un peu des maths et des choses qu'on appelait du machine learning à l'époque, mais en 2009. Ça n'a rien à voir avec ce dont on parle aujourd'hui. Et donc en ayant à la fois les mains dans la tech et avec les customers, en fait, quand on a levé notre série A et qu'il y avait Sequoia derrière qui disait vous avez besoin de PM, il faut un PM machin, je me suis un peu retrouvé désigné en mode tu comprends les customers, tu comprends la tech, go figure. Et donc je me suis un peu retrouvé dans ce truc où il n'y avait personne pour me dire quel était le rôle, ce qu'il fallait faire, et j'étais pareil un peu dans une situation où j'étais avec un autre collègue où on a switché presque en même temps à quelques mois d'intervalle, et on a tous les deux un petit peu dû créer ce rôle dans la boîte et se manger un petit peu toutes les erreurs qu'on fait au départ, surtout quand on n'y connaît rien. Moi j'étais très junior à l'époque, c'était c'était mon premier job vraiment full-time. Et beaucoup d'erreurs on va revenir sur les erreurs, évidemment, c'est super intéressant. Ma question d'après, c'était vous êtes devenu premier PM, mais est-ce que vous aviez été PM avant ? Est-ce que vous aviez déjà un petit peu des cordes à votre arc dans le monde du produit, qui était encore plutôt dans sa phase de genèse, dans ses prémices à l'époque, j'imagine ? Oui, moi en sortant de l'université, non. Le premier rôle que j'ai pris, clairement non. Et donc en apprenant complètement sur le tas. Et la deuxième fois chez Alan, oui, parce que depuis j'avais été chez Facebook. Et je pense que c'est 2 expériences différentes. Et c'est aussi assez différent, je pense, si on transitionne en interne versus si on arrive de l'extérieur sans avoir de contexte sur la boîte. Ce qui, je pense, le rend potentiellement encore plus galère. Mais à voir. Et question... quand vous êtes arrivé dans ces organisations nouvelles, en tant que First PM, est-ce qu'il y avait déjà une réflexion, une culture produit dans ces entreprises, où votre rôle de First PM a été aussi de créer et de structurer cette culture produit ? Ouais, alors moi pas du tout. Je pense que personne ne savait vraiment ce que c'était qu'un PM. Alors bien sûr, on était dans la Silicon Valley et il y avait du product management un petit peu partout. Il n'y avait pas de question sur le fait qu'il y ait besoin de PM. Mais il n'y avait personne dans la boîte qui l'avait vraiment fait. Le CEO avait un profil assez atypique, à la fois technique, mais en même temps très bon commercial, plus sales, et c'est lui qui portait beaucoup le développement de la boîte, mais pas un profil produit. Et il a fallu un peu créer, et c'est pareil, on n'avait pas non plus de leader engineering très clair, si je me souviens bien à cette époque-là. Assez vite on a recruté un VP engineering qui a mis en place pas mal de choses, mais du coup c'était un partenariat notamment avec cette personne et avec le reste de l'équipe engineering, de mettre en place une culture. À l'époque j'y réfléchissais pas du tout, je réfléchissais pas en termes de culture produit, et plus juste de faut faire avancer les choses et comment ça marche. On embauchait beaucoup, fallait onboarder pas mal d'ingénieurs qui étaient nouveaux sur la boîte, et mettre en place des choses aussi simples que des process est-ce qu'on fait du scrum, est-ce qu'on fait des sprints, est-ce qu'on fait des rétros, comment on bosse, sur quoi on bosse, comment on se répartit les tâches, et tout ce genre de choses.
rétrospectivement, il n'y avait pas de réflexion sur quelle est la... Encore une fois, moi j'étais junior et j'avais pas d'expérience dans ce rôle, mais quelle est la culture produit qu'on veut mettre en place. Et je pense qu'on a... Rétrospectivement, je pense pas qu'on ait mis en place une très bonne culture produit. Okay. Et qu'est-ce qui te fait dire ça ? C'est moi qui étais en charge. Non, j'étais pas seul en charge, j'exagère, mais en fait... Je pense que ça s'est beaucoup amélioré au fil des années et je suis dur et je me permets d'être dur parce que j'y étais, mais je pense que moi, une des grosses erreurs que j'ai faites au tout début, c'est de me focaliser beaucoup trop sur la technique, sur l'engineering, sur l'exécution. Notamment, je pense parce qu'il y avait un vrai besoin, on onboardait beaucoup d'engineers et on commençait à avoir beaucoup de capacités et il fallait commencer à développer et à délivrer. Et aussi parce que comme moi, je transférais en interne et que j'avais du contexte sur la boîte et sur les customers et sur les besoins, on venait de lever une série A, avant c'était un peu plus bootstrap, il n'y avait pas les ressources, et donc il y a toutes ces choses qu'on avait voulu faire depuis si longtemps, on n'avait pas les ressources, pas la bandwidth engineering, tout d'un coup, on sait ce qu'on veut faire, on va exécuter. Donc très vite, moi je me suis éloigné des customers, un peu en me disant... Focus delivery. Oui, et puis surtout en me disant, je sais déjà parce que j'étais là-dedans un peu dans un rôle un peu hybride Customer Success ou Implementation Manager ou peut-être plus Solutions Engineer qui correspondrait à ce rôle dans des grosses boîtes où tu es à la fois technique, tu fais des implémentations avec les customers. Et donc du coup, l'idée que je pouvais pas mal je vais faire beaucoup de franglais, mais rely sur mes acquis à ce niveau-là et dire du coup j'ai pas mal de contexte ici sur les problèmes à résoudre et donc je me focus plus sur les solutions, l'exécution et ce qu'on doit mettre en place. Je pense qu'il y avait du bon là-dedans dans le sens où à un moment donné, si tu peux pas exécuter de toute façon, ça sert à rien d'avoir la bonne stratégie et de résoudre les bons problèmes. C'est quand même le heartbeat de ta boîte, l'exécution et le fait que tu shippes du produit. Mais je pense que je suis allé beaucoup trop loin à essayer de peaufiner la façon dont on bosse ensemble, dont on délivre des solutions, en oubliant le côté vraiment quel problème on résout et pour qui on le résout et comment est-ce que ça aide la boîte vraiment à se différencier et à grossir. Tu veux réagir sur ça, Thomas ? Non, mais je connaissais pas cette histoire, c'est hyper intéressant. Moi, je le contrasterais en fait avec ce qui m'est arrivé chez Alan, où c'était vraiment l'inverse, je pense. Où Alan, pour ceux qui connaissent, c'est une boîte qui réfléchit énormément à sa culture et qui est vraiment très, très précis et volontaire là-dessus. Et donc moi, je suis arrivé dans une entreprise où on est donc 2 PM à être arrivés avec une idée on a besoin de product manager pour grandir en tant qu'entreprise. C'était poussé par notre CEO Jean-Charles et par d'autres. Mais en arrivant, il y avait une équipe de produits en place, des ingés très seniors, un designer Edouard hyper talentueux, et on ne savait pas exactement ce qu'on était censé faire. Et donc on avait un peu le champ libre, mais on devait quand même prouver notre valeur, quoi. Et en plus définir ce que c'est qu'être un PM chez Alan. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense que là-dessus, a posteriori, on a eu la bonne approche, mais je n'avais pas du tout théorisé. Je pense que c'était un peu dans le caractère et ça tombait probablement bien. Mais du coup, on a regardé où est-ce qu'on pouvait aider, quoi. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que les 6 premiers mois, Clément et moi, on a fait, je pense, à peu près tout sauf du produit comme on l'entendrait maintenant. Les 6 premiers mois, je pense que j'ai vraiment fait du product marketing. Okay. Et Clément, il a fait du sales ops. Donc c'était ça, PM pendant 6 mois chez Alan. Et c'était une manière... donc pour moi, c'était vraiment comment on pitch notre produit segment, quel segment on attaque, pourquoi, et vraiment aligner un peu plus nos produits avec les segments, même si à l'époque, je pense que je le conceptualisais même encore moins que ça. Et Clément, c'était est-ce qu'on met en place HubSpot et comment ça marche, quoi. Donc l'aspect outil. Voilà. Donc en vrai, on est arrivé et PM, en fait, ça voulait dire juste accélérer la team et très bien. Et au fur et à mesure, du coup, déjà, on a prouvé qu'on était capable de juste apporter de la valeur à la boîte, ce qui est quand même, en fait, faire tes armes et gagner de la légitimité. Et après, au fur et à mesure, on a compris comment la boîte fonctionne, quelle est la culture, où est-ce que nous, on pensait vouloir s'insérer. Et au bout de 6 mois, on a écrit un doc sur qu'est-ce que le rôle de produit pourrait être à Alan, et on a construit dessus au fur et à mesure. Mais du coup, c'était une démarche très analytique et vraiment basée sur du concret bottom-up de qu'est-ce qui marche pas. Et ça, c'est un truc que je recommanderais si la boîte tourne déjà à peu près, quoi. Et alors du coup, concrètement, une question je pense qui va intéresser tout le monde, c'est un first PM qui débarque dans une entreprise.
ça fait quoi sur les premières semaines, les premiers mois de son nouveau rôle de First PM? Ou c'est quoi je vos pense recos? que ça dépend énormément du contexte de la boîte, de ce qu'il y a derrière. C'est pas pareil d'arriver First PM dans une boîte où déjà qui fait 10 personnes ou qui fait 100 personnes. C'est pas pareil d'arriver dans une boîte où tu as peut-être dans le leadership, où tu peux imaginer une startup où un des deux founders a été PM par le passé. Et lui, il a été dans les débuts de la boîte et il est en train de se scaler en dehors de ce rôle et il a besoin de quelqu'un full-time pour le faire parce qu'il a son rôle peut-être de CEO. Auquel cas, il y a déjà un mentor en interne, il y a une compréhension du rôle et il faut s'insérer dedans et bosser avec cette personne pour définir comment je te décharge au maximum et comment on collabore ensemble, versus rejoindre une boîte où il n'y a vraiment aucune connaissance de ne serait-ce que qu'est-ce que c'est que le rôle du PM et où là, il faut... faire comprendre où est-ce qu'on fit, où est-ce qu'on va apporter de la valeur. Je pense que dans tous les cas, ton approche, c'est de dire apporter de la valeur, quoi. Je pense que ça s'applique probablement même au-delà du métier de PM. Je pense rejoindre un job et trouver des petits endroits pour apporter de la valeur. Moi, je sais que c'est un conseil que je donne beaucoup aux PM qui rejoignent, dans les boîtes où j'ai bossé. Toujours dire, trouve dans les premières semaines, dans les premiers mois sur ta team des petites choses pour apporter de la valeur. Des quoi, pardon? Des quick wins pour... Ouais, des quick wins. Et parfois, ça va être juste faire un peu du grunt work, le truc que personne n'a envie de faire, ou tu vois, ton équipe avec les ingés, ils n'ont pas envie de faire ça, ou d'habitude, ils sont obligés d'écrire la status update et ça les emmerde. Et du coup, tu l'as fait à leur place, ou ouais, tu trouves un peu des quick wins et une façon un peu de t'insérer dans la team et de montrer ta valeur, parce que ça peut être des petites choses, ça peut être des choses un peu plus grosses. Donc je pense que ça fait partie des choses à faire dans tous les cas au début. Je sais pas si tu as... Non, mais je suis d'accord. Pour moi, le mot-clé, c'est vraiment comprendre le contexte dans lequel tu arrives, et ça peut prendre vachement de temps, quoi. C'est en fait, quelles sont les attentes et où est-ce que tu peux apporter de la valeur, comme tu dis. Je pense que si tu arrives dans une boîte, on t'a embauché, il y a probablement des gens qui ont une idée de ce qu'ils attendent de toi. Déjà, comprendre ça prend un peu de temps. Commencer à délivrer de la valeur, quelle que soit la manière. Et en général, sur ce qu'aiment pas trop faire les ingénieurs, c'est là où il y a un gap. Que ce soit justement mettre un produit, le lancement d'un produit, les updates toutes les semaines, etc. C'est très vrai. Je pense qu'un des trucs qui va se passer, c'est potentiellement être tiré un peu entre différentes personnes de la boîte qui ont voulu t'embaucher pour des raisons différentes. Le CEO, il a besoin de quelqu'un pour faire ceci, et en fait, les ingénieurs, ils auraient besoin que tu fasses cela. Et donc, je pense que c'est important de commencer à tester un peu à droite à gauche et d'avoir des premiers wins, comme tu dis, d'apporter de la valeur, mais de pas se commit trop tout de suite à mon rôle, ça va être ceci, parce qu'en fait, t'en sais rien. Et donc vraiment de comprendre comment la boîte marche. Et après, plus concrètement, parce que là je pense qu'on reste vachement dans la théorie, c'est potentiellement un trait de caractère, donc n'hésitez pas à demander des exemples, mais je pense que quel que soit ce qu'on demande, il y a plusieurs choses qu'il faut faire. C'est de aller parler à des clients, même si on ne le demande pas, et à des utilisateurs pour comprendre vraiment ce qu'en pensent les gens, aller dans la data et voir ce qui se passe, comprendre la stratégie de la boîte, et si elle n'est pas explicitée, même l'écrire soi-même et de la faire changer par plusieurs personnes pour avoir quelque chose. Déjà ces trois choses-là, et potentiellement la culture de comment sont prises les décisions, quoi. Ça, plus rencontrer les personnes clés. Si tu commences par faire ça, tu es forcément dans la bonne direction, et après à toi de voir où tu peux vraiment aider la boîte à avancer. Ouais. J'aime bien un truc que j'aime bien dire quand on me demande, c'est the first job of the PM is to define the PM's job. Le premier truc que tu dois faire en rejoignant une boîte, mais ça c'est vrai, même si t'es pas le premier PM, c'est vraiment comprendre c'est quoi le rôle du PM dans cette boîte-là en particulier, qu'est-ce qu'on attend de moi, contexte, voilà. Encore plus s'il n'y a pas eu de PM avant toi. Et le job peut comprendre tellement de choses différentes que si tu fais pas l'effort de vraiment set the expectations sur qu'est-ce qu'il faut attendre de moi et qu'est-ce qu'il faut pas attendre de moi, un des gros risques, c'est de faire énormément de déçus. Donc tu vois, comme tu disais tout à l'heure, tu peux avoir le CEO qui a embauché un PM parce que lui il attend ça, l'équipe sales aimerait bien que le PM fasse ça,
l'équipe support se dit tiens, enfin quelqu'un avec qui interagir sur tous les bugs et tous les reports qu'on se prend des customers. L'équipe marketing se dit tiens, enfin quelqu'un. Donc chacun a un peu son attente. C'est une des erreurs d'ailleurs que ça me renvoie un peu aux erreurs que j'ai faites un peu early on, c'est de très vite se dire en fait c'est un rôle qui est très central où tu interagis un petit peu avec tout ce monde-là, et du coup pour chacun des cas précis que tu peux avoir du type bon il y a un bug, qui est la meilleure personne pour aider un peu à résoudre ou faire un peu le passe-plat de comment on va chercher ce truc, ou tiens l'équipe sales cherche à pitcher mieux, je sais pas quoi, qui est la meilleure personne pour bien comprendre ce qu'il y a dans le produit, le CEO veut bosser sur la stratégie, je sais pas qui est en fait sur chaque petit truc tu te retrouves à localement être la meilleure personne pour résoudre le problème. Le problème c'est que si tu fais tout, parce que marginalement c'est toujours toi qui est le mieux placé, et ben en fait tu te retrouves très vite potentiellement à pas faire ton vrai boulot, ce sur quoi on t'attend, qui est ce que Thomas disait, qui est notamment parler à des customers et définir quels problèmes on résout et comment on va les résoudre. Et moi j'ai fait cette erreur de me faire happer à la fois par l'exécution côté engineering et le côté devenir un peu le héros en interne, mais au sens un peu négatif du terme, en disant il y a des fires, il y a du feu un peu dans tous les sens et il y a des trucs à régler un peu dans tous les sens dans des startups. Et oui, il y a une certaine gratification personnelle qui peut arriver avec le fait de dire j'ai aidé à résoudre tel bug, j'ai aidé à faire tel truc, j'ai aidé à bloquer tel deal en sales, j'ai fait tel truc. Et en fait, localement, tu dis ça, j'aide, et en fait, tu fais pas le vrai de ton boulot qui est de définir mais où est-ce qu'on va si tu veux. Et donc ça, je pense que c'est un gros risque à faire. Super intéressant cette notion aussi d'échec. Vous l'avez dit, il faut aller pas à pas, il faut savoir aussi se tromper. Du coup, est-ce que dans vos expériences personnelles en tant que First PM ou dans d'autres personnes que vous avez vues dans une posture de First PM, est-ce que vous avez identifié un peu un florilège des choses à ne surtout pas faire en tant que First PM? T'en as évoqué déjà un ou deux points. Je sais pas si toi, Thomas, tu as des choses à rajouter. Ouais, probablement plein pour être honnête. Une tendance, et après un exemple, je pense que le plus dur, surtout si tu es dans le cas PM avec de l'expérience d'une boîte plus grosse qui arrive, premier PM, c'est une question de timing, de quand mettre en place des process ou des frameworks versus non. Je pense que c'est hyper facile d'avoir la tendance de « Ah oui, en fait, il nous manque un process de roadmap, une façon de faire des objectifs, etc. » Et on a tous une toolbox et lu potentiellement pas mal de bouquins sur qu'est-ce que c'est de faire du bon product management. Mais la réalité, c'est que c'est peut-être pas ça ce dont la boîte a besoin et qu'il faut vraiment partir de ce dont la boîte a besoin et que parfois ça peut faire très bizarre, notamment, et c'est aussi une bonne leçon, mais notamment quand en tant que nouveau PM, tu arrives, tu veux pousser un truc et que ton CEO ou l'équipe dit mais en fait tout ça on s'en fout, ce qui compte c'est de shipper ce produit demain. C'est souvent un bon réveil là-dessus. Moi, un exemple là-dessus, typiquement, c'est d'avoir poussé la notion d'OKR et d'objectifs et de goals trop tôt chez Alan. Moi j'arrivais de Facebook où en gros c'est une boîte très data, très objectif et la boîte tourne autour de ça et ça marche très bien. Je pense que j'étais trop biaisé par ça et j'avais pas encore vraiment compris que le contexte est vraiment si important. T'as essayé de reproduire le modèle. Et en arrivant, voilà. Et en plus j'avais lu récemment en arrivant chez Alan Measure What Matters de John Doerr qui est vraiment la bible des OKR. Là je me suis dit attends, j'ai vu Facebook, j'ai lu un truc, j'ai vraiment envie de faire que ça et du coup j'ai poussé ça en interne. Et je pense que c'était un moment où Alan n'était pas forcément très, très bon à définir des objectifs. Et depuis maintenant, je pense que 3-4 ans après, on est au niveau où je pensais qu'on devait être il y a 4 ans. Mais en revanche, pousser ça au mauvais moment, mais ça ne servait pas forcément à grand chose. Moi, ça m'a fait perdre du temps, ça a fait perdre du temps à tout le monde. Et ce n'était pas la bonne chose au bon moment. On aurait pu faire un entre-deux. Mais ça nécessite en fait pas mal, honnêtement, d'expérience, en tout cas de s'être vraiment imprégné de plusieurs contextes pour comprendre que le plus gros risque, c'est de se dire il y a une méthode pour faire du PM, donc je vais l'appliquer. Ça, je pense, c'est vraiment le truc. S'il y a un moment... pas être dogmatique. Voilà, si à un moment, tu es le premier PM dans une boîte, tu es le seul PM et tu dis, il y a ce problème, donc c'est forcément cette solution. Ma recommandation, c'est pause. A priori, il y a plusieurs solutions à ce problème. Et est-ce que tu as vraiment besoin de le résoudre? Parce que c'est probablement pas toujours le cas. Question très triviale. Vous avez été First PM. Ça a duré combien de temps pour vous d'être First PM dans ces orgas? Nous, on est arrivé presque à 2, à quelques mois près, donc je sais pas ce que tu appelles First PM. Comme une personne, à partir de quand l'équipe a grossi? Je pense qu'on a passé une bonne année, à peu près comme ça, ouais.
Thomas, J'ai Je plus les pense, dates exactes. moins d'un an, 6 mois, je pense. Ouais, 6 mois. Moi, je suis arrivé au début juste après la série d'Alan, au moment où je suis arrivé, on était 25-30, et après, on est rapidement passé à 80 en 6 mois, et au sein de ça. Mais au sein de ça, même, c'est intéressant, parce que dans les 6 mois qui ont suivi, on savait pas exactement ce que Product Management, ça allait être chez Alan. Mais il se trouve que chez Alan, on a embauché des gens qui, au départ, ont pris un rôle qu'on appelait Product/Ops, parce qu'on savait pas trop, qui était entre du produit et du gros projet complexe. Et qui sont trop forts et qui sont toujours là et qui depuis sont devenus PM. Mais comme on savait pas trop que c'était que PM, on n'en a pas embauché trop tout de suite en fait. Mais on a embauché d'autres qui en fait faisaient quasiment la même chose et puis après on a un peu arrondi la définition et clarifié ça. Et donc ça dépend en fait je pense du stade de la boîte. Si c'est une boîte en hyper croissance comme Alan à l'époque, au final je pense qu'il y a pas mal de monde qui va faire un rôle de type PM. Parce que tu as besoin de gens dans la boîte à mesure que la boîte grossit qui définissent les problèmes, font un peu de coordination, mettre à plat les décisions pour qu'on prenne les bonnes décisions, etc. Et ça, au final, c'est un rôle de PM. Il y en a en général plein de l'organisation. Et à mesure qu'on grossit, on les définit vraiment. Potentiellement, on donne un rôle. Et comme ça, ça permet aux gens de s'identifier et à parler entre eux aussi, quoi. Et chez Alan, tu es arrivé dans un contexte, si je me souviens bien, où il n'y avait pas forcément de conviction sur le besoin d'avoir des PM ou en tout cas de compréhension de ce que c'était. Moi-même, je ne sais pas ou plus. Je devrais reposer la question à l'équipe initiale. Je pense que c'était... je sais même plus. Honnêtement, je sais même plus d'où ça vient exactement. Je sais que Jean-Charles a poussé pour. Je pense que Edouard avait poussé pour. Mais il y avait quand même cette idée de... Je pense qu'il y avait une conviction assez forte qu'il n'y avait pas besoin de PM jusqu'à maintenant pour une très bonne raison qui était que l'équipe initiale était hyper senior et hyper forte et que tu n'as pas besoin de quelqu'un au milieu de ça, quoi. Mais il y avait une anticipation de... On va recruter pas mal et donc les grosses boîtes de tech marchent pas mal avec Product Manager, donc ce serait bien de tester et ils vont probablement fitter quelque part, quoi. Et donc je pense qu'il y avait une intuition, une ambition autour de ça, mais c'était assez diffus à mon avis. Mais ce qui était intéressant et la raison aussi pour laquelle j'ai rejoint Alan, c'est qu'il y avait des convictions fortes sur ce qu'il ne voulait pas que le Product Management soit. Il ne voulait pas de Product Management qui soit vraiment orienté pure delivery ou qui soit vraiment du monitoring d'ingénieurs, quoi. Parce que ça, la culture Alan, et c'est une des raisons pour laquelle moi j'ai rejoint la boîte, c'est qu'on embauche des ingénieurs seniors qui pensent produit et en gros, ils n'ont pas besoin de... Ils veulent monter entre guillemets à ce niveau de complexité et business pour comprendre les problèmes, pour ensuite aller les résoudre et pas recevoir entre guillemets juste un ticket Jira hyper spéqué. Et donc Alan ne voulait absolument pas aller dans cette direction-là. Donc en gros, il y avait une question. C'était clair ce qu'il voulait pas faire. Moi, ça m'allait très bien. Et quand en gros, dans l'espace des possibles, il y avait ça qui était enlevé, je me suis dit, bon, le reste, ça devrait me convenir, puis on verra. Si demain, vous deveniez créateur d'entreprise, entrepreneur, et que vous deviez recruter un first PM dans votre structure, à quoi vous feriez attention ? Quels sont les soft skills, les hard skills que vous rechercheriez ? Bonne question, je te la laisse. Alors, solidarité. Je vais faire ma réponse habituelle, qui est un peu boring, mais qui est toujours ça dépend. Ça dépend toujours du contexte et regarder les problèmes et les besoins. Donc, si moi, demain, je crée une boîte, d'ailleurs, je suis en train de bosser sur un projet de boîte, mais moi, j'ai un background PM. Donc, forcément, j'ai pas forcément peut-être les mêmes besoins et j'ai aussi déjà managé des PM, managé des managers de PM et je peux mentorer potentiellement quelqu'un. Si, pour moi, le truc que je dis tout le temps, parce que la plupart du temps, les founders n'ont pas forcément un background dans le produit, c'est embaucher quelqu'un de senior à l'origine. Et quand je dis senior, c'est à minima quelqu'un qui a quelques années d'expérience, qui va arriver avec déjà un peu une vision, avec une expérience, un toolkit de quelles sont les erreurs à pas faire, quelles sont les choses qui marchent, qui va vraiment aider à mettre les choses en place. Parce qu'en fait, si tu embauches un premier PM, c'est aussi parce que tu t'attends de cette personne qu'elle mette les choses en place dans ta boîte. Côté structure. Et je pense que l'erreur trop souvent est de se dire, bon, on a besoin d'un PM, de ne pas se poser la question de pourquoi j'ai besoin d'un PM. Et souvent, j'entends par exemple en fait, le problème, c'est qu'on ship des trucs, mais à chaque fois, on a des problèmes, il y a des bugs, ça marche pas derrière, machin et tout. Attends, il y a un problème de QA, il n'y a pas un problème de product management là.
Mais il y a un peu se dire, bon, il nous faudrait un PM pour aider à être avec les engineers. Ou alors, on délivre pas assez vite, ou on n'arrête pas de rater les deadlines. Donc, il nous faut un PM/PO en fonction de la personne à qui tu parles. Et On y vient. ouais. Et du coup, je dis, ah oui, mais là, il y a un problème de delivery, il y a un problème d'exécution. C'est un problème fondamentalement un peu d'engineering. Je dis pas que le PM en est décorrélé, parce que pour moi, le PM, l'engineering, le design doivent coordonner le résultat ensemble. Mais c'est un problème d'exécution. Une des solutions peut être de dire, bon, je vais avoir un bon PO, un bon PM qui va bosser avec cette équipe et qui va aider à mettre de l'huile dans les rouages, à mieux anticiper, prédire, estimer, gérer les dependencies et tout. Une autre solution peut dire, j'ai besoin que mon équipe engineering monte en compétences, ou j'ai besoin d'avoir un ingénieur plus senior qui va aider à mettre ces choses-là en place. Donc ça dépend, ça revient à quel est le besoin dans la boîte. Et le problème du coup, c'est que si tu introduis quelqu'un d'un peu plus de junior, d'assez junior dans le rôle, qui va pas forcément avoir les réflexes, va se faire happer à l'endroit où il y a un besoin. Ah ben tiens, on avait un problème de QA. Et il va combler le vide. On embauche une personne, on lui dit c'est ça le problème, t'as jamais vu le rôle de PM ou très très peu. Il dit bon je vais résoudre le problème, et en fait tu crées une culture de boîte dans laquelle tes PM font du QA. Et ça reste en fait. Le problème c'est que cette personne potentiellement va en embaucher d'autres, ou va setter des expectations sur ce qui est attendu d'un PM, et même si t'embauches quelqu'un derrière, il va falloir défaire potentiellement ces choses-là. Des choses à rajouter? Non, c'est très vrai. On a 3 questions dans le chat. Non, mais pour rebondir un peu là-dessus, je pense que toutes ces analyses initiales sont hyper importantes. Si à un moment tu arrives à « Ok, j'ai compris tout ça, mais je pense vraiment que cette fois-ci il me faut un PM », ce que je regarderais quand même, ça revient un peu à ce qu'on disait au début, c'est idéalement, et là ça va être vraiment, je pense que c'est le genre de description qui fait un peu liste de Noël, mais je pense idéalement, moi je trouve que c'est important d'avoir eu 2 expériences dans 2 boîtes différentes, justement pour avoir vu 2 choses et pas arriver avec juste une solution un modèle à unique, reproduire, quoi. Et ça je pense que c'est hyper puissant. La deuxième chose, c'est en fait avoir quelqu'un qui n'a pas ou peu d'ego, quoi. Alors, on a tous de l'ego, c'est peut-être un peu trop fort, mais peu d'ego parce que je pense pas qu'il faille rejoindre une boîte comme premier PM pour être le futur VP Product, quel que soit le titre, quoi. Si on rejoint une boîte pour être premier PM, c'est pour faire du produit, pour faire en sorte que la boîte avance, etc. Quoi. Si en plus, ensuite, à un moment, il faut monter une équipe, très bien, mais ou en tout cas, il faut vraiment en parler, mais je pense que le premier besoin, c'est de faire en sorte que le produit marche, quoi. Et donc, ça, c'est quand même un peu... faut quand même checker, parce que c'est des profils assez différents. Surtout, si quelqu'un est vraiment très à cheval sur le titre, etc., je pense que pour premier PM, ça peut être dangereux. Et ensuite, le dernier truc, pour moi, c'est vraiment genre tester des problèmes complexes ouverts et comment quelqu'un arrive à mettre de la clarté et structurer un problème complexe ouvert. Et donc une case study hyper ouverte, en général, ça marche bien, parce qu'en fait, c'est ça le quotidien du taf. En gros, il n'y a rien en place. Et il n'y a que des complexes, il n'y a que des problèmes ambigus. Donc vraiment une histoire d'analytics, de rationnel, etc. Parce que c'est ça qui va vraiment faire ça, quoi. On prend 2 questions dans le chat. Première question de Nicolas. Vu les skills et les challenges d'être First PM, est-ce que First PM n'est pas un rôle ou un choix à vie? Sous-entendu, est-ce que après avoir été First PM, est-ce qu'on peut redevenir PM normal? Je sais le droit pas, de dire non, je sais pas. Non, je suis pas certain. Moi, si je prends mon cas, je pense qu'en revanche, ça force à être hyper exigeant sur la culture d'entreprise et surtout produit que tu vas rejoindre par la suite. Mais si un jour je devais changer de boîte, ce qui n'est pas du tout prévu actuellement, juste pour être très clair, je considérerais, je pense, une autre boîte sans être le premier PM, mais en revanche, je serais hyper pointilleux sur comment est-ce que je pense que le produit doit être. Enfin, est-ce que je me projette dans ce rôle-là et dans cette culture de produit, parce que j'ai pas mal réfléchi à ce que moi j'aime bien et c'est vraiment un fit, et je pense que c'est surtout ça. Après, je pense que c'est aussi des caractères, à mon avis, qui ont un peu une tendance à aller vers des choses petites et peut-être à lancer des boîtes, mais en général, moi je pense pas que ce soit un avis, mais ça force à réfléchir à des choses auxquelles je n'avais jamais réfléchi en étant chez Facebook, par exemple. Facebook, tu arrives, tu as un cadre, tu fais des trucs, c'est très bien, mais en fait tu n'as jamais réfléchi autant à de la culture produit.
Ce qui est sûr, c'est que je pense que tu as un vrai avantage compétitif. C'est-à-dire, si tu as déjà été first PM 3 fois et qu'il y a une boîte qui recrute un first PM, je dis, bon, bah, c'est sûr que tu as vu des choses. C'est probablement mieux que quelqu'un qui a fait j'ai été que chez Facebook et que chez Google et qui n'a jamais vu le très early stage. Donc, mais peut-être intérêt, mais bon, je sais pas. Mais je pense que c'est un choix. Après, je pense que comme toi, on peut bouger de l'un à l'autre et l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Après, ça me fait penser à je sais pas si vous avez déjà lu, c'est l'ancien VP produit Netflix, Gibson, je sais plus comment il s'appelle, mais il a des très bons blog posts et ce qu'il dit, c'est qu'il y a quand même, au bout d'un certain temps, un fit entre ce que tu aimes faire et la maturité de la boîte, entre vraiment founder, la scale et la partie plus mature, quoi. Ça, j'y crois pas mal. Moi, personnellement, je me verrais pas forcément retourner dans une boîte de 10 000 personnes. Mais ça veut pas dire que je retournerai pas dans une... Tu n'exclurais pas de redevenir PM sans être le premier Ouais, voilà. Mais je pense qu'il y a quand même une histoire de... Une fois que tu as testé en fait plusieurs choses, tu commences à avoir un peu une appétence au type d'organisation et la complexité organisationnelle que tu veux gérer au quotidien. Il y avait une autre question intéressante, surtout Louis, toi tu parlais d'être passé dans des phases dans des entreprises très early stage. Est-ce qu'au global, tu as l'impression que les founders sont plutôt une population qui est éloignée du produit en général, ou à qui manque cette culture? C'est dur de faire une généralité, j'imagine. Franchement, ça dépend énormément. Après, moi, je suis passé chez... donc, j'ai parlé un peu de cette expérience où j'avais un founder qui était finalement très sales-oriented, même si il était technique, il avait un PhD en neuroscience et compagnie, mais c'était un vrai salesman dans l'âme. Après, chez Asana, les founders, notamment un des deux founders avait été PM PM chez Google, a été PM chez Facebook, était à l'origine du like button, tout ça, donc il avait vu des choses. Et l'autre co-founder qui était carrément un des co-founders de Facebook, lui était un peu plus technique, mais avait vraiment une façon de penser produit. Et donc là, j'avais une culture produit phénoménale parce que tu as des founders qui viennent du monde du produit, qui mettent ça au cœur de leur raisonnement et tu te fais challenger par tes founders sur les choses sur lesquelles tu t'attends à être challengé. Donc, tu vois, tu commences à parler d'une solution, mais c'est quoi ton goal? C'est quoi le problème qu'on résout? C'est quoi ton hypothèse? Comment on la mesure, tu vois? Chose que tu vois pas chez peut-être un founder un peu plus orienté sales ou engineering. Et chez Algolia, j'ai vu des founders qui étaient vraiment de très très bons engineers, mais qui n'avaient pas vraiment le background produit. Donc j'ai vu quelque chose d'encore un petit peu différent. Donc je pense que ça dépend, hein, et je pense que il n'y a pas de recette, il n'y a pas de carrière qui mène à être founder. Donc tu peux venir de n'importe où, devenir founder. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que les expériences que le founder a eues vraiment influencent la façon de fonctionner de la boîte et la culture de boîte. Et notamment sur le produit, du coup. Ouais. Thomas, tu veux rajouter quelque chose? Non, franchement, pas grand-chose de plus à rajouter là-dessus. En une phrase, qu'est-ce qui vous a permis de dire un jour j'ai réussi en tant que first PM, j'ai réussi ma mission? How do you measure success? C'est une question compliquée, c'est une question un peu méta finalement. Comment on mesure son propre succès? Son propre succès, mais son succès dans un rôle et dans une fiche de poste qui est celle de first PM. Il n'y a peut-être pas de bonne réponse. Hein. Non, mais je pense qu'il y a des milestones. Tu vois, je pense à 3. La première, c'est de rester plus d'1 an. En réalité, c'est généralement ça veut dire signe. qu'en fait, la greffe a un peu pris, quoi. Pas de rejet. La deuxième, c'est est-ce qu'en fait, tu as réussi à influencer une organisation produit et de faire en sorte que si la boîte est dans une phase de croissance, il y a plus de PM. Avec une culture, et donc en fait c'est la partie plus organisation culture, quoi. Est-ce qu'en fait est-ce que tu es fier de qu'est-ce que c'est qu'un product manager dans l'entreprise où tu es, et est-ce que tu trouves que les produits que vous construisez ont l'impact auquel tu t'attends? Je pense que la milestone finale, mais je sais pas si tu l'atteins jamais, c'est est-ce que les produits ont un impact sur le monde que tu voulais, quoi. Au final, c'est un peu ça. Si t'es first PM dans une boîte, c'est que tu crois à l'impact, à la mission, et est-ce qu'un jour tu la réalises, je sais pas, mais au moins tu as fait beaucoup de progrès dessus, quoi. Okay. Donc, ouais. Est-ce que tu es resté 1 an? Est-ce qu'ensuite il y a des PM et une culture dont tu es fier? Et enfin, est-ce que tu as vraiment progressé sur la mission? Voilà. Donc, à voir. Un mot final? Ouais, non, pas grand chose à ajouter. Je pense que faut rappeler que c'est un rôle assez ingrat, PM, où tu
tu renvoies la praise à ton équipe, aux engineers, et puis quand il y a des problèmes, tu les prends pour toi. Ça fait partie de l'ownership et de ce qui fait un bon PM. Et il n'y a pas de milestone, il n'y a pas de moment où tu peux dire ça y est, j'ai réussi. Tu fais des launches d'un produit, mais le launch d'un produit, c'est le début. Tu ne sais pas s'il va être successful. Et donc, il faut arriver, je pense, il faut arriver à voir les petites choses et célébrer les petites milestones, que ce soit à la fois pour soi ou pour l'équipe, et être content avec ça. Et je pense qu'il y a un caractère qui va avec ça. J'ai bossé avec d'ailleurs des gens qui ont transitionné sur le rôle de PM et qui du coup n'ont pas du tout aimé ce sentiment de non-achievement permanent, de comment je fais pour vivre dans ce monde où mon succès n'est pas mesurable, et qui sont repartis vers d'autres rôles. Intéressant. Merci beaucoup, plein d'expériences partagées ultra intéressantes. J'aurais envie de poser 15 questions, il y en a une ou deux encore qui traitent dans le chat, mais il faut qu'on avance malheureusement. Et on va devoir basculer sur notre séquence suivante, vos apps de cœur. On va lancer un petit jingle. Vos apps de cœur, on vous a demandé de vous préparer, vous avez été des étudiants studieux. On vous a demandé de nous partager quelle est votre application professionnelle préférée et votre application un peu what the fuck, pour faire un anglicisme de plus, préférée. Est-ce que l'un de vous deux veut se lancer et nous expliquer les siennes? Thomas? Je peux commencer par la première app, puis on voit. Moi, celle que j'ai commencé à utiliser récemment, ça fait moins d'un mois, autre genre, c'est Desktop. Et c'est Arc Browser. Donc c'est un nouveau navigateur, c'est Arc Browser. Je recommande vachement. Alors c'est hyper, peut-être un peu niche, mais disons que c'est un des produits que j'utilise le plus d'heures dans ma journée. Et donc c'est un nouveau navigateur qui est construit sur Chromium, qui est l'open source de Chrome, et qui permet de vraiment beaucoup mieux organiser la façon dont tu navigues. Et ça me rend plus efficace. Et ça, en gros, c'est vraiment un projet, j'ai l'impression, qui a été construit pour moi et qui permet de prendre tous les hacks que j'avais sur Google Chrome, à savoir les pin tabs, donc je ne sais pas comment dire en français, mais les onglets. Les onglets épinglés, voilà. Les onglets épinglés ou les plusieurs profils, etc. Et c'est vraiment, et ensuite, l'interface est pensée autour de ça et c'est vachement cool. Et du coup, en fait, on est pas mal chez Alan à avoir basculé. On est assez early adopter là-dessus. Donc, on va partager le lien dans le chat. Et l'appli What the Fuck, du coup, qu'est-ce que tu as sélectionné? Alors What the Fuck, c'est un peu fort, mais au moins j'en parle. Alors moi, c'est une app qui s'appelle Revise. Alors je connais le fondateur, dont un ancien d'Alan, et je suis même un tout petit investisseur chez eux, donc je préfère le dire. Mais alors c'est le TikTok de l'éducation. Ok. Et c'est What the Fuck parce que je me sens très vieux quand je l'ouvre. Mais très très vieux. Donc c'est vraiment aider des lycéens à réviser leurs cours via des vidéos rapides, et c'est donc produit par des lycéens. Donc c'est vraiment à la fois des contenus... Les contenus ou l'application est produite par des lycéens? Ah non, alors l'application c'est une équipe d'ingénieurs et autres. Il y a honnêtement il y a un founder qui est relativement jeune, ou même plusieurs, 2 sur 3 je pense. Mais ensuite, non, c'était plutôt sur la production de contenu, enfin, c'est une marketplace, c'est un TikTok de l'éducation, je pense qu'elle décrit très bien. Mais donc ça rajeunit à la fois sur le contenu, c'est réviser tes maths de terminale, plus sur le format, parce que ça, pour le coup, je suis pas un daily user de TikTok, et donc ça réveille un peu. Ouais, j'adore Revise aussi, et je me sens très très vieux, parce que faut imaginer, hein, on est là à réviser son bac sur TikTok. Donc je sais pas, il y a une vidéo d'un lycéen qui dit théorème des gendarmes, machin, ça marche comme ça et tout. Et j'ai jamais révisé comme ça, quoi. Donc c'est assez marrant. Usages. Ouais, mais c'est bien. Je pense que les choses vont bouger dans l'éducation. Louis, de ton côté, qu'est-ce que tu avais sélectionné? Ouais, alors moi, côté pro, c'est pas très original. J'ai mis Asana. Et en plus, j'ai bossé dessus, donc c'est peut-être un petit peu triché, mais c'est un produit dont j'étais early adopter même avant de rejoindre la boîte et que j'utilise toujours aujourd'hui. C'est un peu moi ce qui drive mon organisation et la façon dont je pense et je réfléchis. Je fais mes quarterly goals dedans, mes weekly goals dedans, mes daily tasks, mes priorités et tout ça. Je l'utilise un petit peu pour tout. Ça me permet moi beaucoup de structurer mon travail et j'aime beaucoup la structure, notamment autour de la communication, que ce soit un peu moins freeform. Donc voilà, c'est ce que j'ouvre le matin, c'est ce que je garde ouvert toute la journée, c'est ce qui me permet de choisir ce sur quoi je bosse.
Et je l'utilise aussi avec ma femme pour des trucs aussi divers que Donc c'est une appli pro qui en... les listes de courses, planifier notre mariage, nos vacances et tout ça. Donc je suis un peu un weirdo, je pense, de ce côté-là. Et côté appli what the fuck du coup? Alors côté appli what the fuck, je me suis un peu creusé la tête quand vous avez posé la question et j'ai retrouvé dans mon téléphone une vieille appli qui s'appelle Chewbacca, D'accord. qui est une appli toute simple où il y a une tête de Chewbacca de Star Wars et quand on clique dessus, ça fait Le bruit. ça fait parler de Chewbacca. Tu te lanceras pas dans une imitation Et de... je l'ai choisi parce que je m'en suis servi dans un contexte produit. Quand j'étais Head of Product chez Algolia, on a fait un Sales Kick-Off, donc lancement, grand meeting avec toutes les équipes sales de tout le monde. On avait rassemblé tout le monde à Miami dans une grande salle et tout ça avec des présentations. Et il y avait une grande présentation de la vision produit et la product roadmap pour l'année. Et le thème, c'était Star Wars. Et on s'était déguisé du coup pour présenter ça avec le VP Product Marketing. Et on avait besoin, à un moment donné, il y en a un qui était déguisé en Chewbacca, et on avait besoin de faire Chewbacca au micro, et on a cherché par tous les moyens un moyen de faire ce son-là, et on a trouvé cette app. Et donc on avait un gars derrière en régie qui mettait l'application devant le micro pour faire parler de Chewbacca pendant la présentation, quoi. Je la chercherai juste après l'émission, j'adore ce concept. Merci à vous pour ces partages. Je sais pas s'il y a eu des applis partagées dans le chat. Je vois Pocket qui est cité, effectivement. N'hésitez pas à partager les autres apps, c'est toujours des tips intéressants pour les autres. Il est grandement l'heure de lancer notre deuxième sujet. On va parler PO versus PM. On lance un petit jingle et on se retrouve juste après. Nous voilà de retour. Je l'ai dit, PO versus PM, c'est un vaste sujet, c'est un vieux sujet dans ce monde relativement récent du product. C'est un peu un marronnier aussi, c'est parfois un tabou, c'est le sujet dont on ne doit pas parler parfois. PO versus PM. Première question assez basique. On fait la différence. Quelle différence on fait entre PO et PM selon vous? Je sens qu'on va avoir... J'ai essayé de faire répondre Chewbacca, j'ai pas réussi. J'aurais aimé que Chewbacca intervienne. J'ai une feature request pour l'app. Ça passe le micro? Voilà. C'est pas toujours le même. C'est pas toujours le même, c'est une appli bien développée. PO versus PM. Alors quelles sont les différences que vous voyez? Je vous demande pas de juger pour l'instant. Ah ouais. Quelles sont les différences que vous voyez entre PO et PM? Alors moi, je commençais par juste un caveat, je sais plus comment. Le franglais, c'est dur. Mais alors moi, j'ai seulement bossé dans des boîtes nouvelle génération, je sais pas comment on appelle ça, quoi. J'ai jamais été dans un grand groupe français ou autre. Et donc en fait, je sais pas exactement ce que c'est qu'un PO classique. Pour être honnête, j'en ai pas mal entendu parler, j'ai lu, mais je sais pas exactement. Donc on peut en parler. Moi, ce que je peux dire, c'est que je pense a posteriori que mon premier rôle de PM, c'était en fait un rôle de PO, et que depuis, j'ai des rôles de PM. Et la différence, c'est que dans mon premier rôle, donc chez Work4, mon boulot, c'était de bosser avec des ingénieurs, de prioriser le backlog, d'écrire des specs hyper détaillés. Et je pense qu'en 2 ans, j'ai parlé une fois à un client, ou en 3 ans même. Alors que depuis, dans mes rôles d'après, j'étais vraiment beaucoup plus à l'intersection entre le business, la tech et l'utilisateur, et essayer de construire un produit qui réponde à ces 3 problématiques-là, quoi. Donc, pour moi, ma compréhension, en tout cas ce que j'ai vécu, c'est que le premier était vraiment beaucoup plus orienté ingénieur et comment on construit vite et bien, alors qu'ensuite, ça s'est complexifié par une compréhension business surtout, et d'être beaucoup plus proche de l'utilisateur. Louis, tu partages ce constat, cet état de fait sur la dichotomie qui est faite sur ces deux. Alors je pense que j'ai des expériences un peu similaires à Thomas. J'ai jamais bossé dans une boîte où il y avait des PO full-time. Après, pour moi, PO au sens original du terme, Product Owner, c'est un des rôles dans la méthodologie Scrum qui ressort un peu du mouvement agile qui est sorti un peu dans les années 2000. Pour moi, c'est un rôle dans une équipe qui exécute sur un sujet, et c'est une des casquettes du PM. Donc je pense que c'est important que le PM ait cette casquette, ou en tout cas porte une grande partie de la casquette de PO,
Mais pas que. Je pense que être un PM, pour moi, c'est beaucoup plus que ça. Et notamment, voilà, faire la jonction avec tes utilisateurs, avec tes customers et vraiment comprendre leurs problèmes et comment tu les résous. Faire la jonction avec le business parce que tu veux construire quelque chose qui va permettre au business de croître ou en tout cas d'être successful. Pour moi, c'est là qu'est vraiment le cœur du rôle du PM et le côté PO. Et encore une fois, moi, c'est la conception que j'en ai, un petit peu comme Thomas, qui est, à mon sens, vraiment orienté plus sur l'exécution avec l'équipe. Il est important, il est clé, mais il ne se suffit pas à lui-même. Et moi, j'ai du mal à concevoir, je sais que c'est le cas dans certaines boîtes, qu'on puisse séparer les deux rôles. Donc une boîte où on me dit, on a un PO et un PM, et peut-être le PO, si je comprends bien, bosse du coup, est vraiment embedded dans l'équipe, avec l'équipe ingé pour les aider, pour exécuter, et le PM, lui, est plus du côté stratégie et qu'est-ce qu'on va faire. Pour moi, ça, c'est cassé. C'est complètement cassé, et c'est cassé parce que, pour moi, ça doit être la même personne qui a les deux casquettes, parce que sinon, si tu as ce hand-off entre les deux, ça te permet pas forcément de prendre les bonnes décisions, de faire les bons trade-offs. Tu peux te dire, ok, en tant que PM, je passe du temps avec mes utilisateurs, mes customers, je veux résoudre tel problème, j'ai telle idée de solution, je bosse avec le design pour un petit peu valider des choses et compagnie. Et puis à un moment donné, on va l'implémenter avec l'équipe engineering. Mais en fait, il faut aussi voir l'implémentation comme la continuité de ça. Je pense que pour moi, quand tu construis du produit, tu es en permanence en train de tester des hypothèses. Et si tu as un hand-off un peu formel avec quelqu'un d'autre qui fait l'interface avec engineering, tu peux pas avoir des choses comme, tu vois, si tu as l'équipe engineering en face qui dit « Ah oui, mais ça prend plus de temps, est-ce qu'on pourrait pas faire ça ?» et tout, dire « Ah bah non, ça c'est vraiment clé, mais si on faisait comme ça, ah oui, machin. » Et du coup, là, tu te retrouves à faire au lieu de passer 3 semaines à bosser sur un truc, en fait, tu as passé 2 jours. Et tu as apporté 80% de la valeur. Mais c'est en ramenant vraiment la compréhension de ton marché, de tes customers, de ton problème et la compréhension technique de la feasibility de comment on le construit, en ramenant ces deux trucs le plus proche possible, que tu arrives à trouver les bonnes solutions. Et vous avez très bien résumé ce qu'on constate. C'est effectivement ce positionnement du rôle de PO, très focus delivery, et quasiment comme unique focus de delivery, et parfois même avec ce rôle de PO on l'exclut toutes les phases de mise en relation avec l'utilisateur et de research, et à l'inverse ce rôle de PM qui est un rôle plus de stratégie, de vision, qui va porter justement la partie research et qui va pour le coup être éloigné de l'aspect plus opérationnel. Mais malgré tout, on voit, en tout cas sur la scène produit française, c'est un état de fait. Est-ce que vous avez une interprétation de pourquoi des entreprises, malgré tout, peuvent faire ce choix-là de séparer ces deux postes ? J'ai pas la réponse. Moi, d'après ce que j'ai compris et ce que j'ai lu, c'est que c'est un peu l'organisation héritée d'autres industries qui permettent de construire des choses avec de la maîtrise d'œuvre, de la maîtrise d'ouvrage, ou vraiment la notion qu'il y a des exécutants et des gens qui décident, et qu'en fait, s'il n'y a pas d'aller-retour, c'est pas très grave. Et je pense que quand c'est sur des projets qui ont moins de complexité ou moins d'opportunités d'innovation, ça peut bien marcher, à mon avis. Si c'est le lancement d'un nouveau site web ou c'est juste le site web, le fait d'externaliser le design, de revenir avec une maquette et de l'envoyer à des ingénieurs externalisés aussi, potentiellement ça peut marcher, quoi. Je pense que là où ça casse, c'est s'il y a vraiment une volonté d'itération ou une volonté d'innovation technologique. Parce que dans ce cas-là, en effet, à la fois dans l'innovation, on va essayer de changer des choses, et donc il faut comprendre les décisions techniques, comment elles impliquent le produit, mais même en regardant plus le côté optimiste sur les opportunités. Ça va être dur de prendre la vague de la dernière innovation technique si les ingénieurs sont à 5 niveaux des clients et à 2 niveaux du PM. Je suis curieux en fait dans une boîte actuelle avec PM, PO, à quelle vitesse une boîte peut se mettre, prendre la vague des dernières tendances de machine learning qui vont en fait venir pas mal d'ingénieurs qui vont être hyper intéressés. Il faut qu'ils soient capables de pousser ces idées, donc ils parlent au PM a priori si c'est lui qui prend des décisions, ou au PO qui ensuite prend des décisions à voir. Donc pour moi c'est vraiment genre, ça vient à mon avis d'un monde où il y a moins d'innovation et moins d'aller-retour nécessaire sur la conception de la décision, parce que le monde est un peu plus connu ou avance un peu moins vite.
J'ai Nicolas qui rebondit finalement, un first PM est souvent à la fois un super PM et un super PO. Vous êtes Ou d'accord aucun des deux. Ou aucun des deux. Un Potentiellement. bon first PM. Ouais. Un bon first PM. Il y avait marqué que first PM dans le commentaire. Ah, peut-être. Encore une fois, un first PM, ça dépend de la boîte, et PMPO, ça dépend de la boîte. Donc je vais reprendre la réponse de Louis, ça dépend, mais peut-être. En revanche, c'est certain qu'un first PM ne peut pas se dire de manière dogmatique, je ne veux faire que du PM ou que du PO, et encore une fois, c'est ce Il que pourra je disais. toucher à tout, Et- Peu importe les étiquettes, quoi. Mais là, je te reprendrai là-dessus. Ça veut dire, pour moi, faire que du PM, ça veut dire quoi? Parce que pour moi, faire que Je du suis PM, d'accord. j'inclus Non, le je rôle suis du d'accord. PO là-dedans. Pour moi, l'exécution est partie intégrale de ce rôle-là. Et tu C'est peux vrai. pas être un bon Non, non, PM c'est de vrai. toute façon si tu te dis je veux faire que de la stratégie, Ouais, je réfléchir pense que que c'est aux ça. problèmes, que du design. Parce qu'en fait, l'inverse est vrai aussi. Tu as le trade-off de dire j'ai pas mis la compréhension du customer près des ingés, donc on n'a pas eu cette opportunité d'aller plus vite. Mais d'un autre côté, tu peux avoir un PM qui est trop loin de la tech, qui rêve des solutions comme ça, qui dit on va faire tel truc et qui ne bénéficie pas des idées, parce que les idées elles peuvent venir de partout. À la fin, c'est pas le PM qui arrive avec ses idées et qui dit on va faire ci, on va faire ça. J'ai tout compris. En fait, les idées elles viennent des ingés, elles viennent du stagiaire, elles viennent du CEO, elles viennent de partout. Et c'est quand tu rapproches ton équipe ingé de tes customers que là, eux-mêmes, tes ingés peuvent te générer des idées sur comment bien résoudre tes problèmes, comment le faire plus vite si tu veux. Donc ça, c'est pour moi, c'est primordial. Et pour revenir peut-être à une des questions de tout à l'heure, ça m'a fait penser. Tu posais la question de pourquoi ou comment on en est arrivé là. Je ne sais pas, j'ai plusieurs hypothèses. Je pense qu'il y a une partie de... Il y a eu un gros mouvement dans les années peut-être 2000 autour du concept d'agile et le manifesto et tout ça. Et je pense que la grosse méthodologie qui est utilisée pour faire de l'agile, c'est devenu Scrum tout de suite. Scrum a été très populaire pour tout un tas de raisons et je pense que c'est une méthode qui est très efficace. Mais Scrum a défini des rôles assez précis et je pense qu'il y a eu un mouvement de plein de boîtes qui ont voulu se moderniser, se digitaliser ou changer leur façon de faire. Et du coup, un gros besoin et plein de boîtes qui sont rentrées dans cet interstice en disant on va vous aider à vous moderniser. Mais plutôt que de partir des principes de l'agile, du manifesto, quand on regarde, quand on relit le manifesto agile, c'est des principes, ça dit pas faut faire ci, faut comme ça. Et d'ailleurs, je sais plus, je les connais pas par cœur, mais c'est plutôt smart people over process. Et en fait, des boîtes qui sont insérées, peut-être des consultants qui sont insérés là-dedans en disant on va vous aider à vous transformer. Le plus facile à faire, c'est pas de transformer la culture et de faire du people over process, c'est de dire on va vous mettre du process, vous faites comme ci, comme ci, comme ça. Donc voilà, il y a un Scrum Master, il y a un PO, il fait ça, il y a une formation Scrum Master, t'as ta formation Scrum Master, t'as ta formation PO. Et en introduisant du process bêtement, sans réfléchir vraiment à quel problème on résout, je pense qu'on arrive dans cette situation. Une autre chose que je constate dans les conversations que j'ai, notamment avec pas mal de founders un peu early stage, c'est qu'on essaie souvent de résoudre résoudre un problème avec la mauvaise solution, c'est-à-dire qu'on dit j'ai besoin d'un PO parce que ça délivre pas, ça exécute pas. Ce que je traduis par j'ai besoin de quelqu'un pour babysitter mes ingénieurs parce que soit je leur fais pas confiance ou ils sont pas assez bons ou toute une série de raisons. Et donc du coup, il me faut quelqu'un pour être un petit peu sur leur dos, leur mâcher le travail, écrire les user stories, écrire une acceptance criteria sur chaque user stories, groomer le backlog, prioriser, follow-up, est-ce que tu as bien avancé sur ça, la dependency avec l'autre gars, y a Sarah qui est en train de bosser sur tel truc, mais elle attend que ton truc soit fini, il faudrait qu'on bosse dans l'autre sens. Et je te fais un petit peu tout ce boulot, et ça aide énormément d'avoir quelqu'un qui se focalise là-dessus. Je ne veux pas du tout remettre ça en question, ça a énormément de valeur. Mais le problème de ça, c'est que ça va aussi avoir tendance... Pour moi, tu ne fixes pas le vrai problème qui est peut-être que tu as des ingés qui sont soit démotivés, soit pas au niveau, soit qui ne comprennent pas qu'aussi une partie de leur travail, c'est d'être des adultes et de gérer une partie du projet et d'apporter de la valeur au client, pas juste de shipper les lignes de code qui sont écrites dans la Jira issue qui est là. Et en fait, comme tu apportes la mauvaise solution en plus par-dessus, en disant tiens, on va mettre quelqu'un pour vous babysitter, tu as tendance à déresponsabiliser tout le reste. T'amplifies le problème au final. Attends, ça fonctionne comme ça de toute façon. Moi, je fais mon 9 to 5, à 5 heures, je pars. J'ai fait ce qu'il y avait écrit dans la user story. Le PO a pas pensé à bien l'écrire comme il faut. Moi, ça meet l'acceptance criteria. J'ai fait mon job. Merci, au revoir. Et donc, en fait, tu résous pas nécessairement tes problèmes d'exécution.
Et j'en profite, on a la chance d'avoir deux personnes qui sont passées par le monde anglo-saxon et les États-Unis, où est née l'agilité et Scrum aussi d'ailleurs. Ça se passe comment dans les boîtes là-bas? Ils font une différence parfois entre PO/PM ou qu'est-ce que... Alors, moi, je pense jamais entendu parler de PO aux États-Unis ou à Londres. Pareil. Moi, le concept de PO, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait le titre PO aux US. Donc le concept d'avoir un PO, pourquoi pas, après le titre, on pourrait appeler des PMPO, je m'en fous. Mais surtout le concept d'avoir deux personnes différentes qui sont l'une à côté de l'autre, comme on en discutait tout à l'heure, jamais vu ça. Alors après, on était en Californie, et donc c'est vraiment genre un peu la nouvelle génération de boîtes qui du coup ne bosse pas comme ça. Je pense qu'aux États-Unis, il y en a probablement des concepts comme ça, mais nous, je pense qu'on les a moins vus. Et du coup plus en France, oui. Après, ce que moi j'ai vu, mais qui est, je pense, assez différent, et c'est là où ça devient en fait complexe, c'est pas un problème simple de construire du software qui marche. Il y avait une chose que moi j'ai vu chez Facebook. Donc, alors comment ça marchait, c'est que c'était vraiment full PM avec du coup des ingés seniors, en tout cas quelques ingés seniors au moins dans chaque équipe qui comprennent dans le business et qui peuvent prendre le rôle que décrivait Louis. Et qui comprennent vraiment le business. Et je pense qu'en fait, les bons ingénieurs qui aiment ce métier, je pense pas qu'ils se lèvent le matin en se disant chouette, j'ai un ticket Jira à faire, quoi. C'est en fait, j'ai envie de résoudre un problème pour quelqu'un et tu fais quelque chose qui est utile, quoi. Ils ont un en fait, sens. Je pense qu'au final, tout le monde serait à peu près d'accord. C'est plutôt des questions de culture et de conduite du changement. Donc chez Facebook, ça marchait comme ça et c'est là que moi j'ai découvert ça. En revanche, il y avait quand même une exception. Et je pense que ça peut être le cas de grosses boîtes où il y a vraiment des cas légitimes, entre guillemets. C'est quand il y a des grosses migrations, vraiment énormément de complexité technique à gérer pour shipper un produit, où là, il y a des rôles qui s'appellent Program Manager ou Technical Program Manager, choses comme ça, qui sont pour le coup plus du chef de projet, mais sur projets hyper complexes, très techniques, qui sont en général les anciens ingénieurs, et qui vont gérer des projets de 6 mois, 12 mois. Et un exemple, c'était Facebook qui devait merger leurs deux grosses interfaces de publicité. Il se trouve que Facebook historiquement avait une interface pour les petits comptes et une interface pour les grands comptes. Pour plein de raisons, on n'en voulait plus qu'une. Mais ça, c'était 5-10 ans d'aide technique des deux côtés, quoi. Et donc, c'était, je sais pas, 60-80 milliards de dollars qui passaient par ça, donc tu n'as pas le droit de te planter. Et donc, ça a été les interfaces plus les API. Et donc, pour gérer ça à travers 5 bureaux et 50 ingés ou 100, voire plus, j'en sais rien, il y avait quelqu'un qui était vraiment sur de la coordination, mais sur des sujets vraiment complexes et de certains qui prennent les grosses décisions, etc. Et pas forcément vraiment micro, quoi. C'est un rôle produit avec une dimension de projet assez complexe. C'était vraiment, pour le coup, c'était quasiment que en interne. Je pense que ces gens-là ne parlaient pas aux clients ou très peu. D'accord. C'est des rôles de project management. C'est vraiment du projet technique très gros, quoi. Ouais. Et ça peut bien marcher. Et je le conçois complètement. Et sur des grosses boîtes avec de la technique, complètement. C'est un besoin qui arrive sur des entreprises de taille plus grosse, quoi. Je pense. Quand il y a besoin de gérer vraiment des projets avec beaucoup d'interdépendance. Mais je pense que du coup, ce qui est compliqué, c'est quand il y a ce besoin qui est là, notamment dans des boîtes plus grosses avec beaucoup de passifs. Et donc, il y a besoin de livrer des choses complexes. Sauf qu'on appelle ce rôle product owner et qu'on lui met la couche Scrum par-dessus et que du coup, il y a un PM et qu'en fait, là, du coup, les rôles n'ont pas été trop définis, les besoins pas définis, comme disait Louis. Et du coup, on se retrouve un peu dans un entre-deux, je pense, culturel qui est hyper dur à changer. Enfin, moi, j'ai honnêtement pas mal d'admiration pour les gens qui se lancent dans un changement de culture, de conduite du changement sur passer d'une organisation PMPO à potentiellement plus d'innovation technologique. Je l'ai jamais fait, je sais pas si je le ferai un jour, mais je pense que c'est très difficile. Mais en revanche, je pense que le constat, c'est il y a des mots qui sont utilisés et encore une fois, le product owner, product manager, ça veut tout et rien dire et c'est ça qui est risqué, quoi. Alors nous, ce qu'on voit, c'est ce que tu évoquais, c'est le risque, c'est la distance entre PO et PM, et on voit malheureusement des organisations où effectivement il y a même un éloignement, même pas géographique, c'est fonctionnel, opérationnel entre le PO et les PO et même et les PM. Et c'est effectivement, je crois que tu as employé le mot de courroie de transmission. Il y a ce côté où en fait, tant qu'on n'a pas résolu ce rapprochement vraiment fonctionnel entre ces deux personnes, si on les différencie, c'est là que ça peut poser des problèmes. On a Nico, mais un autre, qui intervient dans le chat et qui nous dit « Quand Scrum a commencé à émerger dans les entreprises en France, j'ai vécu un moment où le rôle de Product Owner était confié au Head of Product et à personne d'autre, et il priorisait les features de toute la boîte. » Petit peu de pression.
Voilà, donc ce que je comprends en résumé, et ça me rassure personnellement, même si je suis pas là pour donner mon avis, vous ne voyez pas cette distinction d'un très bon œil. Je pense que Louis, tu as été assez explicite là-dessus. Thomas, toi, ta position? Pareil, moi je pense que, un peu sur ce que je disais, moi si j'ai le choix, je ne bosserai pas dans une organisation comme ça parce que j'ai vécu un peu de l'autre côté et j'ai trouvé ça mieux pour moi en tout cas. Et je pense aussi, je suis assez convaincu que c'est mieux pour l'innovation et pour vraiment créer de la valeur au final pour les utilisateurs. Mais après, c'est pas si simple de faire bouger toutes ces entreprises-là, quoi. Quelque chose à rajouter, lui? Non, moi je reviens sur le fait que je pense que le rôle de PO, c'est une composante importante du rôle de PM, mais c'est pas un job full-time. S'il y a quelqu'un qui fait ça full-time, je parle pas d'un TPM, peut-être un programme manager TPM qui va gérer des projets complexes avec peut-être 50 plus engineers, c'est autre chose, mais sur une équipe un petit peu standard, une product team, un squad, t'appelles ça comme tu veux, où il y aurait entre 2, 3 et 10 ingés, si tu as quelqu'un qui full-time fait du project management, c'est que fondamentalement, il y a quelque chose dans l'équipe pour moi qui marche pas, où il y a une missed opportunity de faire ça différemment. Tu peux mettre le project management en partie sur l'équipe engineering ou quelqu'un de côté engineering, en partie sur le PM. Mais ça ne devrait pas prendre 100% du temps de quelqu'un. Ou alors, c'est que fondamentalement, l'équipe engineering, elle n'est pas motivée, elle n'est pas au niveau, ou il y a un problème de culture, un peu comme on le décrivait tout à l'heure. Mais si tu n'as pas ce problème de culture, tu fais ça peut-être 20-30% de ton temps, 40%, j'en sais rien, 50% à la limite, mais pas 100% du temps. Et est-ce qu'il n'y a pas une volonté un peu tayloriste de spécialiser les gens, justement, de dire PO, si ton savoir-faire c'est d'écrire des stories, tu vas faire ça toute la journée, ça sera peut-être plus efficace. Et à l'inverse, faire de la research, c'est un autre métier ou prioriser. Voilà, mais quel problème on résout? Alors, le PM en moi revient, on dit mais quel problème on résout? Écrire des stories pour qui, pourquoi, et qu'est-ce qu'on essaye de faire? Écrire des stories, c'est sympa, ça aide à clarifier certaines choses, l'écrit aide énormément à clarifier certaines choses. Parfois, tu en as besoin, parfois, tu n'en as pas besoin. Parfois, un mock-up, un prototype, c'est la meilleure spec que tu peux donner à l'équipe ingé. Parfois, si tu es suffisamment in sync avec ton équipe et que tu bosses avec eux au jour le jour, il n'y a pas besoin parfois de tout écrire parce qu'on se fait confiance, on se comprend, parce que les ingés sont dans le call customer et voient bien que ce qu'ils vont shipper la semaine prochaine, ça ne va pas résoudre le problème et qu'ils vont faire le extra mile de valider le truc. Et donc, l'écrit est super important et je crois énormément dans la culture de l'écrit et le fait que ça permet d'apporter de la clarté pour tout le monde et d'amener tout le monde sur la même page. Et en même temps, c'est pas une fin en soi. Et se dire j'ai besoin d'écrire des stories, toutes les stories et tout doit rentrer dans des stories et dans mon Jira ou dans mon Linear ou Asana ou ce que tu veux et les avoir bien organisés dans l'ordre et tout ça, c'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est de résoudre un problème pour tes utilisateurs. Et à l'heure où tu écris ces lignes de code en tant qu'ingé, tu ne sais même pas encore si vraiment ça va résoudre le problème. Encore réfléchir le truc comme une hypothèse. On a une hypothèse, chaque ligne de code, chaque bout de produit qu'on ship est une expérimente en soi. Et donc tout le process qui est à l'intérieur, il sert à servir l'efficiency et tout ça. Et il peut marcher à un temps T, il peut évoluer plus tard. Donc je pense qu'il ne faut pas être dogmatique sur les process et les façons de bosser. Pour donner un peu de concret, juste pour rebondir, nous chez Alan, typiquement, je pense qu'il n'y a personne qui a écrit de user story précise. Okay. Et donc vraiment le concept c'est donner du contexte et parier sur les gens motivés plutôt que d'aller hyper micro, quoi. Et donc nous on a des PM qui pensent où est-ce qu'on va, quel gros problème on veut résoudre et qui ensuite partagent ce contexte à l'équipe ingénieure. Et donc ça c'est beaucoup d'écrit, notamment chez Alan on a une culture très à l'écrit, mais c'est hyper haut niveau. Et ensuite on a des ingénieurs hyper forts, hyper motivés qui vont prendre ces sujets avec des designers et qui vont créer une solution où le PM va challenger et donner son avis. Mais il va y jamais y avoir écrit ce bouton bleu doit faire ceci, quoi. Pas du tout. Et ça marche bien et je pense que j'ai de la chance là-dessus. Mais c'est possible. Il y a des réactions dans le chat. Lucas qui nous dit on dirait que c'est aussi une façon de facilement classer en France, en tout cas entre parenthèses, les niveaux d'expérience. Juniors prennent le rôle de PO et ceux qui ont plus d'XP prennent le rôle de PM car il y a une dimension plus macro. Alex qui réagit et qui dit moi qui ne suis pas produit, j'ai exactement le même ressenti. Et Vicius qui nous dit je suis d'accord et j'ajouterais que cela permet de combler les correspondances des rôles projet/produit. Hyper intéressant. Je pense qu'il y a une question très difficile derrière tout ça, c'est qu'est-ce qu'un PM junior ?
Et même chez Alan, on galère. Pour être honnête, ça fait 7 ans que la boîte existe, on a 20 PM et on a tout juste recruté une personne qui va être la plus junior et qui a 3 ans de PM. Okay. En fait, on ne sait pas recruter des PM juniors. Mais parce qu'en fait, potentiellement... Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui est difficile ? En fait, le problème, c'est que c'est un rôle qui, du coup, va être assez stratégique par définition, parce que tu vas être à l'intersection du business, de la technologie, des utilisateurs. Tu vas prendre des décisions ou pousser la prise de décision assez stratégique, d'avoir la crédibilité pour challenger des ingénieurs seniors, etc. Et donc, honnêtement, c'est hyper dur de faire ça en sortant d'école. Et moi, j'en aurais pas été capable. Et donc... avec de l'expérience, tu arrives à le faire, etc. Mais donc, il y a honnêtement une question difficile de comment tu arrives à ce rôle-là. Dans les organisations où il y a des product owners, honnêtement, je pense que c'est une très bonne façon de devenir PM, ou en tout cas de commencer à toucher à ces problématiques-là. Selon l'organisation, si elle est vraiment trop tayloriste, etc., potentiellement, c'est peut-être des mauvaises habitudes, ou en tout cas, il faut prendre du recul. Après, je pense que nous, la façon dont on y pense, c'est en effet de commencer à être PM sur des scopes plus petits, quoi. Mais ça nécessite d'être très proche d'un PM plus senior qui en fait peut découper les scopes et peut t'accompagner, etc. Mais c'est assez dur de donner un scope assez petit, sans trop d'ambiguïté, pour que ce soit possible d'être un vrai PM dans une boîte qui avance vite, quoi. Honnêtement, nous, on itère, on essaye, mais c'est pas très simple. Donc en fait, être PO pour commencer, pourquoi pas. Et après, je pense aussi la transition d'un autre rôle à Product Manager, ça se fait, et potentiellement, c'est une des façons. Avoir quelqu'un de Customer Success ou d'ingénieur qui avait un intérêt pour l'autre côté et qui ensuite fait la transition, comme toi, tu as fait Louis au final. Ça, potentiellement, c'est... Dans cet état de fait en France, effectivement, on voit beaucoup de transitions de PO à PM par l'expérience, pour reprendre le commentaire de... Je ne sais plus qui disait ça, de Vicus. En France et aux États-Unis, d'ailleurs, de toute façon, le problème du PM, si on prend, il y a plusieurs façons de. Je suis très d'accord avec tout ce que tu as dit. Genre, qu'est-ce qu'un PM junior et à quoi ça ressemble ? Il y a une façon de se poser la question aussi, qui est de dire comment est-ce que je deviens PM au début, quoi. Et le problème du job de PM, c'est qu'il y a le catch-22 de toutes les boîtes n'embauchent que des PM qui ont déjà de l'expérience. Pour un peu toutes les raisons qu'on a données, toi-même, tu dis comment on fait un PM junior, à quoi ça ressemble, à quoi. Et donc, comment tu fais pour avoir ta première expérience quand toutes les boîtes n'embauchent que des PM qui ont déjà, que des gens qui ont déjà de l'expérience en PM. Il y a deux, en tout cas aux États-Unis, il y a deux gros points d'entrée. Soit tu fais une transition en interne, soit tu arrives à être embauché, sorti d'école dans un des programmes d'APM, associé de PM, qui ne sont donnés que par quelques boîtes, des grosses boîtes. Donc Google a un programme, c'est eux qui avaient fait le premier programme d'APM. Google, Facebook, j'imagine, doit avoir un programme d'APM. Il y a quelques boîtes qui ont lancé ça. Airbnb, mais Airbnb, j'en avais parlé justement avec un copain là-bas. Je crois qu'ils avaient lancé, puis un peu... c'est très difficile en fait. Mettre ce programme en place est lui-même très difficile. On en avait mis un en place chez Asana quand j'y étais. Donc voilà, donc il y a ces deux portes d'entrée. Le programme, rentrer dans un programme d'APM sorti d'école, c'est très très rare et réservé à, grosso modo, Google embauche des gens qui ont un diplôme Computer Science, MIT, Stanford, Harvard, je sais pas quoi, et qui va les former. Mais tu rentres dans une vraie structure qui t'apprend le métier d'être PM chez Google, qui est aussi un certain métier, ou voire chez Facebook. Ou sinon, tu te négocies ou arriver à négocier pour... le plus souvent faire une transition en interne, c'est-à-dire que tu as fait tes preuves dans une boîte et tu as une value add qui est liée peut-être à la domain expertise ou au fait que tu comprends bien les customers ou bien la tech et tout ça, et que tu as commencé à démontrer des skills qui sont un petit peu les skills du PM. Donc tu as un CEO, un leader qui te fait confiance en disant tiens, je te fais bouger. Ou alors arriver, mais encore plus dur, arriver à convaincre une boîte de t'embaucher en tant que PM alors que tu as zéro expérience ni dans la boîte, donc sur le domaine et tout ça, ni sur le rôle de PM. Bon, ça c'est vraiment le trou de souris pour arriver à rentrer là-dedans. Je pense que l'exception dans tout ça, et c'est pas forcément la fibre de tout le monde, mais c'est ceux qui ont lancé une boîte en fait. Je pense que honnêtement le rôle de co-founder, c'est en fait le plus proche de PM dans une boîte, quoi. Et ça c'est quelque chose qui dans les grosses boîtes de tech on aime bien regarder parce qu'en général c'est les mêmes skills, parce que tu as été exposé justement à tout ça. Tu n'as pas eu une barrière forte entre la tech et le business si c'était toi qui gérais ta boîte, quoi. Donc ça en général les ex-founders c'est quelque chose que en mettant mon chapeau de recruteur, c'est quelque chose qu'on regarde en général pas mal sur... en tout cas, c'est quelque chose qui peut nous dire « Ah tiens, ça pourrait matcher pour PM ». Très clair.
vous me rassurez personnellement. Je pense que personnellement, j'aime pas faire cette différence de POPM, mais c'était intéressant de creuser ça et d'avoir vos retours de professionnels, d'anciens First PM et d'experts du produit. Merci infiniment pour ce deuxième sujet. On va lancer une petite vidéo du partenaire de la saison 3 de l'After Produit. Notre partenaire, c'est Product Board, et on lance une petite vidéo de démo de l'outil. We've always been inspired by those who genuinely care about making products that matter. They've shown us it's excellent products that make excellent companies. And we believe the product managers behind them deserve a dedicated system to support their critical work. Yet for far too long, product teams have been stuck with a jumble of tools. They're flooded with user feedback, but struggle to capture it all in one place, so they risk missing opportunities. With no system of their own for managing their feature ideas, product teams live out of an issue tracker, so they're losing the big picture. Spreadsheets lack structure and make feature prioritization a black box. And product roadmaps made in PowerPoint, they're outdated the moment they're shared. So, what's the alternative? We need to replace all those disconnected tools with one system, a system of record for product management. A system that automatically consolidates all that valuable feedback floating around in other tools, so your product team can prioritize the features customers really need. A system that offers a holistic view of all your feature ideas, standardizes prioritization, and ensures product objectives support company goals. A system that provides dynamic roadmaps that can be tailored for different audiences, yet always stay up to date, so everyone is aligned around what's getting built next and why. And a system that integrates with the solutions you're already using to keep everything in sync and improve your existing workflows. Just like CRMs brought sales into the modern era, we believe product management systems like Product Board will do the same for product. They're helping us reimagine how we build the products of tomorrow, and they'll help your organization make products that truly matter to your customers. We can't wait to see what you decide to build next. Et nous voici de retour. On s'approche de la fin de l'émission, mais pour avoir une fin un petit peu plus conviviale, on vous propose tout de suite de passer à l'Happy Hour avec un petit jeu, et on a pour ça évidemment un petit jingle. Nous voici de retour. Louis, Thomas, est-ce que vous avez déjà joué au Tabou ? Est-ce que vous vous rappelez du Tabou ? Je ne crois Oui, mais pas. alors ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça doit faire, vous inquiétez pas, vous aurez le bon rôle. Ce soir, on vous propose de jouer au Oui Tabou. D'accord. Le Oui Tabou, vous allez être en face à face tous les deux, et je serai celui qui vous ferait deviner des mots. Pour rappel, le tabou, moi j'ai en face de moi des cartes avec un mot à vous faire deviner, et en dessous de chacun de ces mots, j'ai des mots à ne pas prononcer. D'accord. Et évidemment, ces mots sont choisis pour me mettre des bâtons dans les roues. Très clair. Est-ce que vous êtes prêts ? On va compter Et les c'est le points. premier qui trouve qui gagne C'est des le points. premier qui Ah, propose. on n'est pas en équipe. Non, vous êtes l'un contre Ah ouais. l'autre, évidemment. Si on était 4, on aurait pu faire des équipes, mais on Ok. est obligé de vous mettre en face à face. On peut proposer autant de Oui, réponses, oui. On n'a pas sorti les buzzers. Aujourd'hui, on va faire ça de Ok. manière très, très simple. On attaque ? Allez. Allez, premier. Je cherche à vous faire deviner un service qui vous permet d'aller voir quelqu'un qui est censé vous soigner. Doctolib. Oh, il est bon, bravo. bravo, Alan bravo. Doctolib, on y pense assez souvent. Évidemment. Voilà. Donc ça, Oula. c'est un point pour rien. C'est T'as un truc. T'as un truc un peu dans mon domaine là. Je vais regarder. Très low. Deuxième, vous êtes prêts ? Allez. On parti. attaque. Alors, celui-là il est compliqué, on m'a pas ménagé. On cherche, quand vous allez acheter quelque chose, vous utilisez de L'argent. voilà, et quand cet argent n'existe pas vraiment, Carte bleue. Bitcoin. Apple wow. Bravo, c'était Allez. Bitcoin. C'était Bitcoin. Bravo, 2 points. Je commence à comprendre le genre de sujet qui arrive, donc c'est un peu. C'est bien. On va aller un petit peu plus bas dans la liste. J'en vois un, je l'essaierai même pas tellement il est vicieux. NFT. Non, il est bien pire que ça. Allez, on attaque. Comment on va faire Ah si, on peut faire comme ça. Microsoft Teams, c'est un Slack. concurrent de... Voilà, on a Voilà, on resserre- un domaine que je connais un peu. Voilà. très on bien. resserre le jeu.
Ok. On continue, 4e. Quand c'est pas dans le monde du réel, on parle... Virtuel. Métaverse. Ok, c'est un synonyme qui a une connotation qui est en lien avec la main. Sur la main, il y a des... Doigts. Voilà, et donc Finger. quand c'est pas réel, Digital. c'est digital. Casse-gueule. 3-1. 3-1. T'avais le droit de dire doigt, c'était pas dans les mots interdits. Doigt a été dit, mais une fois que je vous l'ai fait dire dans les règles du tabou, j'ai dit en rapport avec la main. Ouais. Et après, on a dit doigt. T'as dit doigt et j'ai Ouais. rebondi dessus. Non, dans les règles du tabou, je crois quand je Ah, vous le ai mec. fait dire le mot, j'ai le droit après Non, de je veux que les l'utiliser. règles internationales. là. Le mec C'est- est un expert. Ça, On sent que ça fait très longtemps, mais je vérifierai C'est après bon, c'est consciencieusement. Allez, on va tenter celui-là. On reste dans le monde qui n'est pas réel et des fois on va mettre quelque chose sur la tête. un chapeau, Non. Réalité virtuelle. Ouais, alors un on est casque, Oculus. voilà, et ça Quest. permet de pénétrer dans le. Métavers. Métavers. C'est ce que j'avais dit la dernière fois. Ah, j'avais des mots-clés à Mais placer. il y a que des questions Facebook. Voilà, c'est ça. C'est pas juste. C'est vrai, c'est vrai. On va faire des stats. yes, un petit peu. Remets-moi un Slack. On va faire celui-là. On va voir si vous êtes réactifs. Vous êtes prêts? Allez. On cherche une entreprise fondée par Sergey Brin, si je ne m'abuse. Google. C'est beau. C'est beau. Ouais, je l'ai laissé gagner. C'est beau. Tu l'as dit déjà? Non. Mais oui, très bien, bravo. Facebook, on connaît pas Google. Non. Allez, on va faire un petit dernier. On considère que c'est Pardon. le but en or. Allez, Celui qui remporte ce point remporte le 8 tabou de ce soir. Ça vous va? c'est parti. Ça vous va? De toute façon, j'ai oublié le nombre de points, mais je crois qu'il y avait un petit avantage pour Non, Thomas. je crois pas. Je crois que c'est égalité à peu près, non? Bon, on va dire égalité Pas parfaite. du tout de compétiteur. 17. J'avais 17. peut-être Le- j'avais peut-être un c'est point ça. d'avance. Le Je chat sais me pas. confirme 17-17. C'est ça. Vous êtes prêts? Allez. C'est la Coupe du Monde là. Sur votre smartphone, il y a une petite icône avec un logo qui parfois peut faire un peu bizarre. Oh non, je l'ai très mal. Non, mais j'ai dit un mot interdit. C'est pas grave. C'est pas grave. C'était quoi par curiosité? Parce que là, C'était appeler. Quoi? appelé. Appeler. Je voulais, Et je toi, voulais tu partir pars, appeler. Je voulais parler téléphone, mais je me suis Ok. embarqué dans un d'accord. truc trop Ouais, risqué. tout le monde est fatigué. C'est Allez, de un ma dernier. faute. Un petit dernier. Alors j'en suis où? Ici. On va tester. Lequel je n'ai pas fait. Je sais ce que c'est. Je vais proposer un mot avant même que j'ai commencé. Product Owner. Ce n'est pas Product Owner. On va finir par celui-là. Vous êtes prêts? Parce qu'il va falloir être réactif. Vous êtes dans les locaux de quelle entreprise? Oui, vous. Ouais. Je crois que Thomas- Égalité, ce sera très bien. Égalité. Je veux bien. On finit. Je crois que c'est Thomas, on va dire que c'est il est plus proche. Voilà, donc le son est arrivé plus proche. c'était vraiment c'est la vrai qu'il vitesse a du le- son, la ouais, différence. c'est- C'est vraiment juste ça. Ouais. Je Et le fil de comprends. son micro est plus court là, Ouais. le retour aussi. On me C'est ça. donne le vrai score, mais je tairai le vrai score pour finir sur cette belle Ouais, égalité merci. C'est beau comme message. Merci. de On deux est très personnes bien. qui se Oublié. connaissent depuis toujours et On que, va et pas que créer même, des problèmes ce soir. Merci. même les scores les réunissent, c'est beau ce qu'on fait avec Weevoo. On arrive au terme de cette émission. Merci infiniment Louis, merci infiniment Thomas. Merci à J'espère toi. que ça Ouais, s'est merci à bien tous de nous passé. avoir eus. Ouais, Ça très vous a sympa. plu? Bah ouais. Trop bien. Vous n'êtes pas trop tétanisé, ça va? Vous Ah n'avez non, pas eu l'air non. en tout cas. Super Ouais, à l'aise. c'est étonnamment facile. On se rend pas compte, ce qu'on disait avec lui. Ouais. De est-ce qu'il y a des gens en face? Non, et puis Est-ce qu'ils le écoutent? plateau, C'est cool. le plateau est magnifique. On est bien. Il manque plus que un petit verre. Ça viendra. On y passerait la soirée. Ça viendra. Et ben, ce fut une fois de plus un grand plaisir de vous accueillir. On remercie aussi notre partenaire de la saison Product Board, dont vous avez vu le petit spot avant. On remercie évidemment les nombreux spectateurs qu'on a eu ce soir sur Twitch et qui n'ont pas manqué de nous poser des questions super intéressantes. Merci, revenez la prochaine fois. Et un petit merci en régie à Alex et Nat qui ont mené à bien cette émission. Et on pense aussi à Salomé qui faisait la modération à distance. Merci beaucoup. C'est pas fini pour ce studio. On se retrouve en fait techniquement le 13 décembre, semaine prochaine à 13h pour un épisode d'en tête à tête avec Nima Karimi, co-founder de Silver. Et on a tous hâte d'y être. N'hésitez pas à vous connecter. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci encore Thomas. Merci Louis. Excellente soirée à tous. Et merci.